Donc, bienvenue aux personnes qui se joignent à nous. J'étais en train d'expliquer un peu le contexte dans lequel s'inscrivent nos projets de recherche. Dans ce contexte-là, évidemment, il y a la présence de plus en plus importante dans le paysage technologique dans lequel vont se situer les étudiants, la présence de plus en plus importante de systèmes d'intelligence artificielle. Et ces systèmes-là, à cause de leur fonctionnement technique, font émerger des nouveaux enjeux éthiques. Donc, et on pense que dans le cadre d'une réflexion sur la citoyenneté numérique en général, il faudrait également intégrer une composante liée à l'éthique de l'IA en particulier. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on vous présente les projets de recherche. Également, ces projets-là s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion ministérielle qui a été amorcée en fait en 2018. Donc, en 2018, le ministère de l'Éducation, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a publié, vous le savez peut-être, un plan d'action numérique en enseignement supérieur. Et dans ce plan-là, donc, ce qui est très clair, c'est que donc, dans l'enseignement ou dans la formation à la compétence numérique, on doit intégrer une composante éthique. Je vais juste vous lire, à titre informatif, un petit extrait du document. Dans ce document, qui est le plan d'action numérique, on dit que le déploiement des outils numériques et de l'IA ne peut faire l'économie d'une analyse des enjeux éthiques, bon, notamment par la prise en compte de la protection de la vie privée. Et on dit également que le positionnement critique et l'action citoyenne par rapport à ces enjeux doivent passer par le développement des compétences numériques. Donc, c'était très clair dès 2018 qu'il y avait cette volonté-là, qui a été réaffirmée appuyé, je dirais même, par le cadre de référence de la compétence numérique. Et là où ça devient intéressant pour notre propos d'aujourd'hui, pour situer un peu nos projets de recherche, c'est que dans ce document-là, qui vient vraiment définir les dimensions de la compétence numérique, il y a au centre, en fait, des 12 dimensions de la compétence numérique, donc la capacité d'agir en tant que citoyen éthique. Donc, évidemment, nous, nos projets s'inscrivent dans ce contexte-là et s'inscrivent également dans deux autres dimensions de compétences qu'on a identifiées, notamment donc la compétence qui est la numéro 4, si je ne me trompe pas, oui, qui implique de développer et mobiliser sa culture informationnelle. L'idée ici étant de former les étudiants pour qu'ils puissent sélectionner quand ils font des recherches, soit à travers des moteurs de recherche, soit en sélectionnant de l'information qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. On le sait, ces informations-là sont triées, sont sélectionnées par des algorithmes et évidemment, ça entraîne des algorithmes d'intelligence artificielle et ça entraîne toutes sortes de défis par rapport, par exemple, à ce qu'on appelle les bulles de filtre ou les chambres d'écho qui consistent finalement pour les personnes à ne voir uniquement un type de contenu particulier qui a des effets sur la polarisation des débats, sur la désinformation, etc. Et donc, nos projets de recherche donc, se situent dans le cadre de cette dimension-là, mais également dans la dimension qui relève de la pensée critique. Donc ici, c'est beaucoup plus évident, l'idée que les étudiants doivent être capables de se positionner de manière critique, de manière responsable par rapport aux technologies. Donc, on a ces cadres-là qui sont bien intéressants, mais force est de constater qu'on a encore du chemin à faire pour intégrer ces dimensions-là dans la formation. On peut le dire là, sans craindre de faire erreur, qu'un étudiant qui termine son parcours au collégial ou même à l'université pourrait parcourir tout ce cheminement-là sans jamais réellement avoir été exposé, encore moins formé à ces enjeux-là. Et donc, on accuse un certain retard et donc c'est dans ce sens-là que s'inscrit nos deux projets de recherche. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est successivement le premier projet de recherche donc, qui porte sur un référentiel de compétences en enseignement de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et ensuite, nous allons vous parler d'un autre projet de recherche qui porte sur la citoyenneté numérique au collégial. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, juste d'entrée de jeu, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que ces projets-là sont à toute fin pratique des vases communicants. Et c'est-à-dire que plus précisément, je dirais même que le premier projet de recherche qui constitue finalement là, le référentiel de compétences en éthique de l'IA, eh bien, a servi réellement de cadre théorique
pour élaborer les activités qu'on va conduire dans le cadre de l'autre projet de recherche dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, des visées, des objectifs différents, mais quand même une continuité là, entre les deux projets. Alors, je vais vous présenter rapidement le premier projet de recherche donc, qui a été financé par le Pôle montréalais d'enseignement supérieur en intelligence artificielle. Et donc, ce projet-là vise à créer un référentiel de compétences en enseignement supérieur de l'éthique de l'IA. Alors, pour le dire très simplement, c'est un document dans lequel on veut définir les compétences que les étudiants qui suivent une formation supérieure en enseignement, en éthique de l'IA devraient développer au terme de cette compétence-là. Et donc, c'est un document qui a une visée, d'ailleurs, faut le dire d'entrée de jeu, interordre, et il a été produit en collaboration avec le professeur André Mondou de l'École des médias de l'UQAM. Donc, l'objectif est d'avoir formulé un document assez général pour qu'il puisse être adapté à différents contextes, que ce soit en rapport avec le niveau, que ce soit collégial ou universitaire, en rapport aussi avec la discipline qui est enseignée, en rapport aussi avec le type de cours qui va être proposé, parce que ce référentiel-là pourrait être utilisé pour monter soit des cours entièrement dédiés à la question, ça pourrait être aussi intégré dans une formation technique. Ça pourrait être également être intégré à une formation générale. Par exemple, on peut penser au cours de philosophie en éthique au collégial. Je pense qu'il y aurait lieu aussi de penser qu'il pourrait y avoir une intégration de ces composantes-là. Et donc, l'objectif, c'est que ce document-là puisse servir de point de départ pour les personnes qui réfléchissent à la question de savoir donc, quel type de proposition, de formation on devrait faire si on veut fournir une formation adéquate et complète en enseignement supérieur de l'IA. Et donc, évidemment, il est destiné aux professeurs qui pourraient l'utiliser pour monter leur propre cours, mais également pourrait être destiné aussi à des gens de la direction qui veulent possiblement proposer une nouvelle offre de formation en éthique de l'IA. Donc, voilà pour l'objectif du projet de recherche. Peut-être juste le dire rapidement avant de passer peut-être au contenu. Le projet de recherche a comporté 3 volets. D'abord, une revue de la littérature, en enseignement de l'éthique de l'IA, en éthique de l'IA et plus spécifiquement en éthique de la technologie, mais aussi sur la définition de la compétence éthique en général. Donc, le premier volet du projet de recherche a été celui-là. Sinon, on a également conduit une série d'entrevues, 26 entrevues avec des experts, oui, en éthique de l'IA, mais aussi, puis vous allez peut-être comprendre un petit peu plus tard le sens de la portée, si vous voulez, du spectre assez large des expertises qu'on est allé chercher dans le cadre de ce projet-là. On a également interviewé des gens en sciences sociales. On a également interviewé des spécialistes de l'intelligence artificielle à proprement parler. On a interviewé aussi des juristes, évidemment des éthiciens, certainement. Donc, ça, c'était le deuxième volet. Et enfin, le troisième volet du projet de recherche, ça a été donc de faire une recension de l'offre de formation en IA, en éthique de l'IA, pardon, au Québec. Donc, on a essayé de recenser les cours qui ont été offerts dans les dernières années, puis qui sont développés actuellement. Donc, je laisse la parole à Frédéric. Alors, merci beaucoup. Ça fait bizarre de parler dans un micro. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, Andréane, pour cette présentation. Une des premières choses auxquelles on a été confrontés quand est venu le temps de définir la compétence en éthique de l'IA, c'est qu'on s'est rendu compte que, en réalité, il fallait d'abord définir quelle était la compétence en éthique tout court. Et on s'est rendu compte qu'il était loin d'être évident de définir la compétence en éthique en général. Et si on va à l'essentiel, on s'est rendu compte qu'il y a 2 types de problèmes qu'on pouvait rencontrer. Vous les voyez ici. Donc, ce qu'on a appelé dans notre PowerPoint là, ici, là, les limites des approches théoriques classiques, ça correspond à ce qu'on a un peu tendance à faire, là, nous, les profs de philo. C'est-à-dire, la compétence en éthique, c'est quoi? C'est connaître des théories en éthique, puis de comprendre la mécanique des théories, puis après ça, il s'agit de les appliquer à différentes situations. Et ce qui nous est apparu quand on veut définir la compétence éthique de cette façon-là,
vous le voyez là en dessous aussi bien que moi, c'est que tout ce qui est de la dimension sociale de la mise en pratique de l'éthique se trouve un peu escamoté, en tout cas, où il y a des questions qui sont soulevées sur le fait de, une fois qu'on a une théorie et qu'on veut l'appliquer, ouais, mais qu'est-ce que ça implique au sens pratique, dans les pratiques réelles, etc. Puis l'autre spectre, l'autre pôle du spectre des difficultés, c'est l'autre approche, qui est souvent celle dans les entrevues, on en a entendu parler là, abondamment. C'est l'idée que finalement, la compétence éthique, c'est simplement de se conformer à des codes préétablis, que ce soit des codes de déontologie dans le cadre de pratiques professionnelles, par exemple, ou des codes de conduite, ou parfois même on en finit à définir la compétence éthique comme étant simplement de respecter la loi, parce que c'est un peu particulier, parce qu'évidemment, on comprend bien que ça va bien au-delà de ça. Et donc, c'est ici, dans ce cas-là, c'est tout ce qu'on a appelé là, finalement, là, à partir de la revue de la littérature, la dimension réflexive de l'éthique qui est minimisée ou escamotée, c'est-à-dire cette capacité à comprendre les enjeux, à voir les différentes options, à y réfléchir, puis à se faire une idée par soi-même. Et donc, ce faisant, pour le dire là, assez brièvement, on en est arrivé à adopter, notamment les travaux, vous voyez la référence en bas, là, Lacroix, Bégin et Marchildon, qui ont un livre formé à l'éthique en organisation, une approche pragmatiste. Simplement, là, pour le préciser, pragmatiste, pourquoi non pas pragmatique, parce que c'est pour faire référence à l'idée que c'est faire référence au courant de pensée du pragmatisme américain, là, qui va de Charles Sanders Peirce jusqu'à John Dewey et les autres. Et donc, c'est un cadre de pensée qu'on a adopté là, finalement, et dans lequel qui correspondait à ce besoin-là de comprendre la compétence éthique et d'articuler les différentes composantes de la compétence éthique dans un cadre cohérent et unifié. Et donc, là, vous le voyez comme moi, ce qui en est ressorti, c'est qu'il y a 3 composantes essentielles à la compétence éthique. Et ça, d'une façon ou d'une autre, ce sont des choses qu'on avait entendues dans les entrevues, qu'on connaissait nous-mêmes, mais qui tout à coup trouvaient une explication théorique cohérente. Donc, vous voyez, être en situation éthique, savoir agir en situation éthique et interagir en situation éthique. Donc, je vais commencer par celle-là. Vous voyez, il y a des flèches dans tous les sens. C'est parce qu'en réalité, c'est un ensemble dynamique. On peut commencer par une ou par l'autre, mais je vais commencer par un. Et il y a peut-être un certain sens de commencer par là, avant même de pouvoir régler des questions éthiques ou proposer des solutions ou discuter des situations éthiques. Il faut quand même bien voir qu'il y a un problème éthique, être sensibilisé au fait que dans une situation X, il puisse y avoir un problème éthique. Et donc, il faut être capable de mobiliser et de développer, vous voyez, on a dit cette sensibilité éthique. Par ailleurs, évidemment, vous comprenez, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir des outils conceptuels, des outils théoriques pour être capable de réfléchir de façon plus cognitive, si on veut, là, dans le numéro 2, pour être capable de comprendre les questions, les enjeux, les problèmes, de les remettre en situation. Et bien entendu, comme on le sait spontanément, quand vient le temps de discuter des questions éthiques, il faut être capable d'interagir, il faut être capable de discuter, de dialoguer, d'exprimer sa position, de l'expliquer aux autres, mais de comprendre celle des autres également aussi. Et ce sont donc ces 3 composantes éthiques qui doivent être développées si on veut acquérir, on veut être compétent en éthique en général. Et donc, on est parti de ce modèle-là. Là, dans cette présentation-ci, on fait l'économie. Là, on a adapté chacune de ces composantes-là à la question de l'éthique de l'IA dans le référentiel de compétences. Mais c'est essentiellement la même idée, mais en disant, bon, par rapport aux questions d'IA, il faudrait développer ci, développer ça, mais c'est les mêmes 3 composantes. Et comme vous le voyez là, si les 3 composantes en éthique, c'est des composantes générales qui s'appliquent aux questions, à la compétence éthique en général, quand vient le temps de parler de l'éthique de l'IA, on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on a appelé des champs de compétences, donc des
ensembles de sujets plus particulièrement liés à l'intelligence artificielle. Mais ici, là, par rapport à la citoyenneté numérique, comme l'a bien dit Andréane, je crois sincèrement qu'on peut, même si notre référentiel a été fait pour l'éthique de l'IA, on peut très certainement penser que le type de questions qu'on a soulevées sont applicables aux questions du numérique en général. De toute façon, le numérique et l'IA sont de plus en plus entremêlés. Donc, c'est en ce sens-là qu'on s'en sert aussi. Et il nous est apparu, parmi la littérature foisonnante et abondante qui tourne autour de l'éthique de l'IA, c'est à tous les jours, il y a des nouvelles choses, c'est la folie furieuse, qu'il y avait au moins 4 grands ensembles qu'on a appelés des champs de compétences en éthique. Je vais y aller rapidement, mais tout ce qui relève des aspects techniques. Comment est-ce qu'on comprend véritablement comment fonctionnent les outils? Quels sont on parlait tantôt là, les conséquences du fonctionnement des outils eux-mêmes, comme ils ont tendance à reproduire les situations qu'on a rencontrées dans le passé, etc. Et toutes ces questions-là. Donc, c'est très certainement un champ dans lequel il faut former les personnes pour qu'elles soient compétentes en ça. Pour ce qu'on a appelé les dilemmes moraux, bien, en réalité, on se rend compte que c'est en éthique, on est habitué, là, les fameux dilemmes moraux entre la sécurité, la vie privée, les questions de tous les autres problèmes éthiques qu'on connaît depuis bien longtemps, mais qui prennent souvent une nouvelle forme, une nouvelle saveur en lien avec les outils numériques et les outils d'intelligence artificielle. Puis on a voulu aussi, là, nous, dès le départ, c'était fort important, élargir ces considérations-là aussi à ce qu'on a appelé le contexte socio-technique. Donc, les ensembles socio-économiques qui dirigent, on le sait, là, ce sont généralement les géants du numérique là, qui vont développer ces outils, qui vont avoir une influence sur le type d'interaction qu'on peut avoir, etc. Donc, comment ces ensembles socio-économiques, mais aussi les questions politiques, ça comprend aussi les questions environnementales et tout le reste, comment tout ça s'inscrit dans l'utilisation de ces outils numériques et d'IA. C'est une composante essentielle de la formation en éthique de l'IA. Et finalement, les cadres normatifs complémentaires, ils sont complémentaires à quoi? Bien, parce que l'éthique elle-même est un cadre normatif, mais il y a du droit. Il y a aussi du droit mou, là, soft law, parfois on dit. Il y a aussi des déclarations, la Déclaration de Montréal et d'autres. Il y a des obligations déontologiques. On en parlait plus tôt pour les ingénieurs ou pour d'autres, peu importe. Donc, comment les questions éthiques s'inscrivent ou s'insèrent dans ces différents cadres normatifs qui vont créer des tensions, là, finalement, dans l'utilisation de l'IA et du numérique. Et on pense donc, pour le dire là, très brièvement, je pense qu'on peut comprendre là, rapidement le graphique, que pour chacun des 4 champs que je viens d'identifier, ben, il faut développer chacune des 3 composantes de la compétence éthique. Donc, il faut développer sa capacité à être en situation éthique pour chacun des champs. Même chose pour les capacités cognitives, même chose pour les capacités dialogiques. Et donc, que ça devient 12 dimensions. Là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du référentiel de compétences, mais ça devient comme les 12 dimensions de la compétence en éthique de l'IA et du numérique, là, je pourrais dire aujourd'hui, qu'il faut développer. Et ce qui nous apparaît particulièrement intéressant, et la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, comme le disait Andréane, c'est devenu un peu comme le cadre théorique à partir duquel on a finalement développé notre deuxième projet de recherche. Là, si je ne me trompe pas, vous voyez, il y a le référentiel, mais c'est disponible en ligne, là, mais je pourrais le... On a apporté quelques copies papier si jamais ça vous intéresse. Mais sinon, je vais tout à l'heure, je ne sais pas si ça va fonctionner sur le grand écran. Vous pouvez prendre une capture du code QR puis directement aller sur le site. Mais je vais remettre cette diapo-là à la fin. Ouais. Très bien. Donc, peut-être qu'on... Oui, vas-y. Je vais juste rapidement, ouais, parce que je vois que le temps file, puis on pourrait en parler très longuement encore. Mais juste pour le dire rapidement, tantôt, je disais que ce document-là peut servir dans différents contextes. Nous, au Cégep André-Laurando, on a eu la chance de le tester, de l'utiliser comme modèle dans le cadre d'un cours complémentaire que j'ai donné, qu'on a monté conjointement. Et donc, on a utilisé ce cadre-là cet hiver, pour monter le cours, puis pour aussi identifier là, des activités pédagogiques qui seraient à même là, de permettre le développement des différentes composantes de la compétence éthique. Ouais.
Très bien. Donc, le cours, pour le dire très brièvement, a été divisé en 4 sections qui correspondaient aux 4 champs. Dans chacune des sections, on avait les 3 composantes. Là. Donc, des activités plus de sensibilité éthique, là où on présentait des situations, évidemment du contenu, des concepts, etc. Et aussi des activités de débat, de délibération. Donc, ça correspond aux trois composantes. Et donc, aujourd'hui, on est ici pour parler de citoyenneté éthique en enseignement supérieur. On a fait la moitié du chemin, là. Je vais essayer de pas trop débasser. Mais ça, c'est comme le cadre théorique qui nous a servi et qui nous accompagne continuellement dans la réalisation d'un deuxième projet de recherche qui a été financé par le FRQSC, le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et qui est une collaboration avec l'UQAM, mais qu'on conduit dans 4 cégeps, là, à André-Laurando, au Vieux-Montréal, à Montmorency, à Laval et au cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Et donc, dans le cadre de ce projet de recherche-là, le référentiel de compétences est terminé. Là, il a été publié, puis on a complété le projet de recherche. Dans le cadre de ce projet de recherche-là, on complète la 2e année sur 3. Et donc, lors de la première année, c'est ça qui est particulièrement intéressant, là, mais lors de la première année, ce qu'on a pu faire, c'est qu'à l'UQAM, ils avaient développé dans un autre contexte une application de traçage pour avoir des informations sur ce que les gens font avec leur téléphone. Et on a pu utiliser cette application-là et on a recruté en pleine pandémie sur Zoom, parce qu'on ne pouvait même pas aller sur place dans les cégeps, donc ça a été particulièrement difficile. Mais on a réussi à recruter 50 personnes volontaires qui ont accepté pour des périodes de 30 à 60 jours, là, parce que, à cause de raisons techniques, là, ça a varié un peu, de télécharger l'application sur leur téléphone pour qu'on puisse enregistrer à peu près tout ce qu'ils faisaient avec leur téléphone, à quel moment, quelles applications étaient utilisées, combien d'interactions il y avait leur téléphone, quel type d'interaction, les notifications, combien, à quand, à quel moment, pour quelle durée ils ont utilisé leur téléphone, etc., etc. Il y avait toute une liste d'informations qu'on pouvait avoir. Et donc, parce qu'une des choses qu'on se disait, c'est que, en réalité, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. On a beaucoup d'idées, savoir ils utilisent beaucoup leur téléphone, etc., mais on n'a pas beaucoup d'informations. Et quand on procède, évidemment, c'est très intéressant, dans un autre contexte, ça pourrait être très intéressant de connaître la perception que les personnes ont de leur utilisation du téléphone. Mais comme on peut s'en douter, la perception est probablement parfois très... En tout cas, si je me réfère à ma propre expérience, je suis absolument convaincu que ma perception de mon utilisation de mon téléphone est pas du tout, correspond pas du tout à la réalité, là, puis qu'il y a probablement que j'ai une perception trompeuse là, de cette utilisation-là. Donc, le but, c'était d'aller chercher des informations comme celle-là. L'idée qu'on avait en tête, et là, vous allez voir, on a réussi à le faire, là, c'était d'avoir des informations sur l'utilisation des téléphones qui nous permettraient de créer des activités de sensibilisation et d'autonomisation des étudiantes et des étudiants pour créer des activités, pour traiter des questions éthiques, sociales et politiques liées à l'utilisation du numérique en enseignement supérieur, mais là, dans le cas plus précis, là, au collégial. Là. Mais évidemment, l'objectif, c'était, voilà. Et donc, entre février et mai, c'était supposé être entre février et avril, mais on a été obligé d'allonger un peu parce que, bon, étant donné les conditions de recrutement, ça a été un peu décalé, mais on a réussi à le faire. Et donc, on a reçu les résultats. Et là, simplement pour vous le dire, là, je vais le dire immédiatement, on a non seulement reçu les résultats, mais là, ce que je vais vous présenter, c'est quelques diapositives des résultats qu'on a surtout conservés pour monter une activité d'autonomisation, de réflexion, de discussion autour des résultats de l'application qu'on a fait cet hiver au cégep André-Laurando et qu'on fera dans les 4 cégeps participants à l'automne prochain. On l'a fait pour la tester là, cet hiver à André-Laurando. C'était le plan du projet de recherche. Et donc, c'est les 50 volontaires de 30 à 60 jours là, qu'on a suivi leurs interactions. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend là, par interaction. À chaque fois qu'on touche le téléphone, un bouton ou l'écran, pas l'arrière, là, évidemment, là, mais quand on interagit d'une n'importe quelle façon avec le téléphone, ça correspond à une interaction. Donc, on a recensé 15 millions, un peu plus de 15 millions d'interactions avec les téléphones. Et puis là, vous voyez là, très bien, là, 10% de toutes les interactions, 1,5 million des 15 millions d'interactions, c'était TikTok.
10% des interactions, 15% des minutes d'utilisation des téléphones étaient sur TikTok. Donc, c'est énorme. C'est gigantesque. C'est bien au-delà. Vous voyez, Instagram là, suit un peu, mais c'est au-delà de tout ça. Parce que là, c'est 10% en fonction interne. Ça veut dire que c'est même pas, ça comprend même pas l'ouverture. C'est simplement, en gros, c'est des likes puis des défilements, des scrolls là, sur TikTok. Donc, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Puis là, ben, déjà, là, on a pu voir, là, ça a fait réagir les gens quand on a dit ça. Mais vous voyez, Instagram aussi, là, 1,4 million d'interactions, 800 000 scroll down, là, des défilements. Donc, on voit un peu la place que ça prend chez les étudiants. Évidemment, on ne fait pas toute l'activité ici, là, mais c'est l'occasion de parler des résultats de la recherche et de vous montrer un peu de quelle façon on en parle dans notre activité. Là, ben, je vais aller un peu plus rapidement, là, mais on a pu avoir cette information-là aussi. La moyenne du nombre d'interactions par ouverture. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on ouvre l'application, combien de fois on interagit. Pour certaines applications, c'est très faible parce qu'on l'ouvre et on la ferme continuellement. Donc, on recommence à zéro à chaque fois. Puis, on voit que c'est la presse qui a gagné. Là. Donc, une fois qu'on l'ouvre, la presse, on fait bien des choses, puis on lit bien des choses, dans 105 interactions. Mais vous voyez, TikTok est pas loin derrière. Donc, à chaque fois qu'on ouvre l'application TikTok, il y avait un grand nombre d'interactions. Là, vous voyez, il y a des chiffres précis, mais pour l'activité, évidemment, on veut simplement une visualisation. Mais quand on pense de l'ensemble de l'utilisation du téléphone, vous voyez, là, si on prend le bleu foncé puis l'orange, c'est 2/3 de l'utilisation. C'est les réseaux sociaux, puis le visionnement streaming. Donc, c'est quand même pas mal élevé. Et là, ça, c'est celle qui nous fait rire. Les téléphones intelligents servent à tout, sauf à téléphoner, parce qu'évidemment, il n'y a plus personne qui téléphone. Donc, ce sont des téléphones qui servent à téléphoner. Sur les 50 volontaires, pendant 30 à 60 jours, il y a eu 2000 appels envoyés puis 400 appels reçus. Puis les textos, ça, on était particulièrement étonnés. Puis ça aussi, ça a fait réagir dans l'activité puis ça a suscité de la discussion. Les textos, nous, on pensait que c'était beaucoup plus utilisé, mais en réalité, ce qu'on a réalisé, c'est les messageries dans les applications qui ont pris le relais. Là. Donc, les textos, il y en a presque pas. Donc, Andréane s'est amusée à mettre une photo de Mom Calling, parce qu'évidemment, c'est la seule personne qui nous appelle encore sur ça, qui laisse des messages pour dire « j'ai appelé », etc. Donc, je vais dire juste rapidement, parce que c'est intéressant, puis ça situe aussi la recherche, le dire que la période sur laquelle s'est échelonnée l'étude, c'est une période où les étudiants étaient en confinement. Donc, on n'est pas positionné là, pour pouvoir tirer des conclusions précises en lien avec ce que ça représente par rapport à ce qui était avant ou ce qui va avoir lieu après, mais il faut quand même le situer. Là, oui, tout à fait. C'est tout à fait. Donc, c'est pas une recherche qui s'est faite dans l'optique d'avoir un tableau général de l'utilisation. C'est simplement un coup de sonde qui nous servait justement à susciter des réactions puis des réflexions pour notre activité. Et on n'a pas la prétention de faire plus que ça là, avec ces conclusions-là. D'ailleurs, dans le contexte qu'on le fait, c'était tout à fait pas un contexte normal, là, parce qu'on était évidemment en confinement. Voilà. On n'a pas les diapositives, mais une des choses qui a fait réagir beaucoup dans l'activité aussi, c'est qu'on a pu établir des profils. 4, on en a 7 dans le rapport, mais on en a conservé 4 profils d'utilisateurs avec le nombre d'interactions par jour, le nombre de notifications, etc. Et ça varie là, du profil. Bon, il y a le premier profil, il y a 1000 interactions par jour avec le téléphone, ce qui, à première vue, peut peut-être paraître beaucoup, mais c'est très peu, très, très, très peu. C'est de très loin le profil de moins grande utilisation. Le dernier profil, il y a 25 000 interactions par jour avec le téléphone en moyenne, au-delà de 5 heures d'utilisation, dont 3 heures et demie sur les réseaux sociaux. Donc, en tout cas, on peut présenter les profils. Là aussi, ça génère de la discussion puis de l'animation. Donc, bref, là, vous voyez, j'en parlais un peu plus tôt. On va organiser, c'est la portion qui nous reste à faire. À l'automne, on va organiser au Cégep André Laurando et on est en discussion là, pour que ça ait lieu aussi au Cégep, au Collège Montmorency. Pour les 2 autres cégeps, il y aura les activités à la carte comme elles étaient prévues à l'origine dans le projet
projet de recherche. Mais on avait tellement d'activités qu'on s'est dit, on ne peut pas comme étaler ça sur toute la session, on va les concentrer dans une semaine de la citoyenneté numérique. Je peux vous en parler là, très brièvement, là, en quelques minutes. Une discussion autour des résultats de l'étude, je viens d'en parler, c'est l'activité qu'on a fait. On a une doctorante à l'UQAM, à l'École des médias, qui fait sa thèse de doctorat sur TikTok et qui, on a testé l'activité cet hiver, elle est venue dans le cours, puis on a visionné des enregistrements de fils TikTok. Puis, on a essayé, un peu en rétro-ingénierie, d'essayer de découvrir le profil de la personne dont c'était le fil TikTok. Et ils ont été excellents. Ils ont trouvé là, des trucs là, très, très, très précis. Après seulement 5 minutes, c'était 4-5 minutes, on voit le fil TikTok. Ils sont arrivés à déterminer si c'était un homme ou une femme, la tranche d'âge, même le lieu de résidence, etc. Ce n'est pas des spécialistes, là, des étudiants qui étaient dans le cours complémentaire. Donc, c'est le type de truc qu'on fait. Une activité de délibération éthique autour de cas qu'on appelle les scénarios socio-techniques. On le fait avec des étudiants en génie physique à André Laurando. Un kiosque sur les enjeux environnementaux, simplement pour vous dire, je sais pas, moi je connaissais pas ça, là, mais il y a une journée internationale du ménage des boîtes courriel. C'était un samedi, fait qu'on n'a pas pu faire ça le jour même. Mais dans la semaine, on a fait un kiosque, puis on a demandé aux gens, faites-vous parfois le ménage de votre boîte courriel? Puis c'était l'activité. Vous voyez, vous rappelez les 3 composantes, là? Sensibilité, capacité réflexive et dialogique. Ça, c'était pour les accrocher. Puis là, les gens ont spontanément sorti leur téléphone pour nous montrer qu'il y avait 5000 courriels dans leur boîte de courriel, etc. Puis là, on a pu aborder la question du coût environnemental de ça, évidemment, mais de l'utilisation du numérique en général, avec un étudiant de l'UQAM, Jacob Boivin, qui, on a pu discuter, on a eu des discussions, les étudiants ont même commencé parfois à débattre, à discuter entre eux. Un simple kiosque, une table dans la cafétéria, 2 heures, plus de 50 personnes se sont arrêtées pour discuter. Et donc, c'est le type de truc qu'on va faire. Là. Je ne vais pas passer mais cette session-ci, à l'automne un peu, puis à l'hiver, on a été en conception et en rodage d'activités pour qu'on soit enfin prêt là, à l'automne pour faire ce type d'activité-là. Et donc, c'est dans ce sens-là. Puis on pense que c'est véritablement en ce sens-là qu'on peut aborder la question de la citoyenneté numérique avec les étudiants et les étudiantes du collégial, parce que, je vais le dire que de cette façon-là, ce n'était pas prévu dans ce qu'on avait dit, mais on n'est pas là pour faire la morale à qui que ce soit ou pour chicaner qui que ce soit, peu importe. C'est vraiment l'idée de prendre conscience, c'est vraiment l'idée de développer la sensibilité éthique, d'avoir des outils. On a vu là, l'activité sur TikTok, ben, on a pu voir, puis là, les gens étaient surpris qu'on arrive à déterminer ces informations-là. Ensuite, on a pu parler des bulles de filtre, des chambres d'écho, etc. Puis il y a eu des discussions, etc. C'est vraiment, comme je vous disais, on a toujours même quand on ne veut pas, le cadre théorique derrière la tête pour préparer ces activités-là. Il y aura des trucs sur les jeux vidéo. Ça, on a vu une très grande utilisation des jeux vidéo avec l'application, etc. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on veut traiter, finalement, former à la citoyenneté numérique dans le milieu collégial. Et je vais peut-être terminer là-dessus, simplement pour vous dire, ben là, on est heureux d'annoncer qu'il y a eu une 2e ronde de financement pour le PIA et qu'on a fait une proposition qui a été retenue. Donc, on a un financement. Puis là, on joint toujours l'utile à l'agréable. C'est vraiment comme pour une autre étape d'après, parce que là, dans le projet FRQSC, on fait les activités. Évidemment, il va y avoir un rapport final, mais un rapport final, bon, c'est pas toujours ce qui est plus facile à diffuser. Mais là, le 2e projet PIA, c'est pour créer une trousse pédagogique qui fait la suite du référentiel. Donc, une fois qu'on a compris le référentiel, de quelle façon est-ce qu'on peut faire des activités en classe ou à l'extérieur de la classe pour essayer de développer. Évidemment, notre première idée, c'est de dire, bon, chacune des dimensions, là, donc pour chacune des composantes de la compétence éthique, puis chacun des champs, quel type d'activité on peut faire. Et là, évidemment, on va s'inspirer grandement des activités qu'on aura fait dans le FRQSC, là, puis qu'on aura fait à l'automne dans les semaines de la citoyenneté numérique. Et donc, ce
ce sera un document là, qui, dans la prochaine année là, ou année et demie, sera disponible aussi. Donc, c'est véritablement, on pense là, de cette façon-là qu'on peut envisager de former à la citoyenneté numérique en enseignement supérieur en général, mais plus précisément là, dans le milieu collégial. Si je ne me trompe pas, il n'y avait plus rien dans notre PowerPoint. C'est juste dire que le référentiel de compétences est disponible en ligne en français et en anglais pour les personnes qui peut-être sont en ligne en ce moment. C'est plus facile de prendre la photo. Je ne sais pas si c'est possible, mais de toute façon, c'est disponible aussi. Vous avez juste à taper le titre du référentiel. Vous devriez tomber dessus. On a mis également le lien de notre site web, le laboratoire d'éthique du numérique et de l'IA, où on a regroupé nos différents projets, là, si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.